et le comité scientifique de m'avoir sollicité pour présenter cette conférence. Je suis très ravi de pouvoir participer à cette journée, à cette formidable journée, la journée du savoir, qui constitue selon moi le moyen efficace pour l'inclusion et l'insertion des jeunes dans la société française. L'inclusion par le savoir est vraiment la priorité. C'est très important. Alors, je me présente, je suis Khalid Bennassar, je suis professeur en sciences d'éducation à l'Université de Bourgogne, chercheur à l'URDU. Je suis psychologue de formation. Je fais surtout de la formation des professeurs premier et second degré à l'UFM de Bourgogne. Voilà. Et je vais vous présenter une étude personnelle qui s'intitule « Les écoliers français chahuteurs en classe, combien sont-ils et puis qui sont-ils » Et donc, je vais tenter de répondre à 4 types de questions. Quel est le profil des chahuteurs, en classe, et quelles sont leurs caractéristiques personnelles? Les écoliers en France se perçoivent-ils comme étant des chahuteurs en classe? Combien sont-ils? Nous ne savons pas de manière exacte le nombre des chahuteurs. Alors, les chahuteurs sont-ils moins performants que les autres élèves? Alors, quelques constats. Nul ne peut nier le rôle important de la personnalité et les caractéristiques personnelles des élèves dans la prédiction des comportements scolaires des élèves. Malheureusement, la plupart des investigations menées sur le chahut et la violence scolaire ont porté sur une analyse globale et très descriptive, en s'intéressant surtout à de simples associations entre des caractéristiques personnelles et le chahut ou alors la violence. Rares sont les études qui ont porté sur une micro-analyse de ce phénomène qui permet de saisir les mécanismes proximaux et psychosociaux par lesquels la personnalité de l'élève explique le chahut. De plus, les recherches à ce propos ont porté sur un nombre très limité de variables. Cette approche conduit à une compréhension qui est superficielle de ces phénomènes et de la violence. C'est ainsi que nous sommes fixés comme intérêt principal de cette étude d'étudier au sein d'un modèle théorique de base le rôle des facteurs personnels et des mécanismes dynamiques de la personnalité dans la prédiction du chahut. Alors, pour une brève définition, nous dirons avec la passade que le chahut anomique, souvent qualifié d'endémique, est une forme de désordre dont la caractéristique est d'empêcher de manière quasi permanente la communication de la classe. Notre examen des travaux nous a permis finalement d'élaborer le modèle théorique suivant. Nous considérons que la personnalité de l'élève détermine le chahut en classe et ses facteurs de manière directe à travers les variables distales ou alors de manière indirecte par les variables proximales. Les premières se rapportent aux caractéristiques externes et cognitives antérieures, alors que les variables proximales concernent les caractéristiques affectives de départ, qui sont des variables dynamiques qui évoluent au sein même de l'école et dont on peut espérer agir pour pouvoir lutter contre le chahut et puis, l'échec scolaire. Il faut dire que les auteurs donnent un intérêt très particulier à ce type de variable
car elles permettent d'expliquer beaucoup mieux les comportements des élèves que les traits généraux de la personnalité. Hein? Alors, les caractéristiques affectives de départ, selon Bloom, portent sur les attitudes des élèves envers l'école, les intérêts scolaires envers les matières, et puis l'estime de soi scolaire. Le bilan fait par Bloom sur une cinquantaine de travaux internationaux permet d'indiquer que ces variables permettent d'expliquer jusqu'à 25% de la variance dans la performance scolaire. Et donc c'est là où il y a vraiment un espoir. Si ces variables jouent un rôle très important dans la prédiction des comportements, l'échec scolaire, le chahut, etc., on pourrait agir à ce niveau-là pour pouvoir améliorer les comportements des enfants. Alors, l'échantillon porte sur 336 élèves, dont 49% de garçons, des élèves âgés de 6 à 12 ans, avec une moyenne de 9,23. Ces élèves fréquentent 15 classes réparties de manière équitable selon les 5 niveaux scolaires, à raison de 3 classes par niveau. Alors, nous avons retenu dans le questionnaire 3 caractéristiques externes de la personnalité, à savoir l'âge ou le nombre d'années, le sexe, la classe socio-professionnelle des parents, famille favorisée, moyenne et défavorisée. Nous avons retenu une caractéristique cognitive antérieure relative au passé scolaire, ou le nombre d'années d'échecs subis par l'enfant. Alors, les caractéristiques affectives de départ ont été représentées par l'estime de soi scolaire à travers l'item indiqué et par 4 dimensions d'une échelle personnelle portant sur les attitudes des élèves vis-à-vis de l'école. Il s'agit de l'affectivité négative envers l'école, le désintérêt scolaire, le facteur aspiration pour les études futures et le facteur anxiété, souci et stress scolaire. Vous avez donc des exemples d'items pour chaque facteur avec le coefficient alpha qui indique dans quelle mesure l'ensemble des items d'un facteur permet d'évaluer le même construit, c'est-à-dire la même chose. Donc le coefficient alpha s'approche de 1, donc ce sont des indices qui sont satisfaisants. Ça c'est pour la validation, comme déroule l'échelle. Alors les variables critérielles ou alors dépendantes de notre étude ont été représentées par 3 dimensions d'une échelle personnelle sur le chahut scolaire de l'employé. Alors nous avons l'agitation et l'inattention en classe, ou le niveau auquel l'élève s'agite en classe. On ne prêtant attention ni à son comportement, ni à son maître. Deuxième dimension, le comportement intolérable, ou le degré d'adoption d'un comportement inacceptable en classe, qui est souvent sanctionné par le maître. La perturbation d'autrui, ou le niveau auquel l'élève dérange, embête ou alors nuit à ses camarades en classe. Nous avons retenu également le facteur global, chahut anomique en classe, qui évalue le degré de désordre que l'enfant engendre en classe en perturbant de manière régulière ses camarades et le fonctionnement scolaire. Alors nous avons retenu ces 4 variables suite au résultat de l'analyse factorielle hiérarchique qui indique que les MCE permet d'évaluer 3 facteurs primaires et en même temps un facteur général, le chahut anomique. Je tiens tout de même à indiquer que n'ayant pas trouvé une échelle pour évaluer le chahut anomique en classe, nous avons élaboré l'échelle MCE en partant du terrain.
C'est-à-dire que nous avons mené des entretiens avec les maîtres formateurs et les professeurs des écoles sur la description de ce qu'est un élève chahuteur. C'était ça. À partir de ces entretiens, nous avons élaboré 18 items que nous avions adaptés et modifiés selon la compréhension des élèves et des professeurs, selon les caractéristiques de la population étudiée. Alors, la passation du questionnaire a eu lieu au 3e trimestre de l'année scolaire. Pour traiter les données, nous avons appliqué deux méthodes. L'analyse en communauté pour tester le modèle théorique et pour étudier les relations entre les blocs de variables. Ça va nous permettre de voir si le bloc intermédiaire qui porte sur les facteurs dynamiques apporte quelque chose de plus pour pouvoir expliquer le chahut. Parce qu'on espère vraiment agir sur ces facteurs-là pour pouvoir lutter contre le chahut. Nous avons utilisé une analyse en piste causale qui permet finalement d'affiner le modèle théorique et de déterminer le rôle des variables et le profil des élèves chahuteurs. L'analyse en communauté permet de tester deux principes qui sont indispensables pour l'explication du comportement selon les deux auteurs indiqués. L'association, il faut que les blocs s'associent, et puis la non-artificialité qui consiste à ce que le bloc B intermédiaire apporte des contributions supplémentaires dans l'explication du chahut. Alors, voici donc les résultats. Les élèves en France se perçoivent-ils comme étant des chahuteurs? Alors, l'analyse des statistiques primaires du facteur chahut permet d'indiquer que la moyenne et la médiane sont inférieures à la moitié d'item, qui est de 20,5, ce qui prouve que la plupart des élèves en France se perçoivent comme étant des non-chahuteurs. Alors, combien sont-ils finalement les chahuteurs en France, d'après cette étude? Alors, théoriquement, pour avoir le même nombre d'élèves chahuteurs et de non-chahuteurs, autant d'élèves chahuteurs que de non-chahuteurs, il faut que la moitié d'item, 20,5, départage l'ensemble des élèves de manière symétrique et bien équitable, de manière à avoir une moitié d'élèves qui ont un score inférieur à 20,5 et une autre moitié qui a un score supérieur à cette limite. Fort heureusement, cela ne correspond pas à la réalité, puisqu'on a seulement 19,4% de chahuteurs. Ça représente dans une classe de 25, 5 enfants qui chahutent. Je tiens tout de même à indiquer que seuls 22,5% disent ne jamais chahuter en classe aux 14 items. À chaque fois, ils disent non. Si nous adoptons le même principe que tout à l'heure au facteur du chahut, nous aurons donc 3 niveaux de chahut. L'agitation et l'inattention, qui concerne 19,9% d'élèves. Le comportement intolérable, c'est un niveau plus élevé de chahut qui ne touche que 14,6% d'élèves, à savoir 4-5 enfants par classe. Ensuite, nous avons la perturbation d'autrui qui concerne seulement 10% d'élèves, 2 à 3 par classe. Voilà. Nous tenons tout de même à indiquer que, comme dire tout à l'heure, il y a un aspect cumulatif au niveau des facteurs
c'est-à-dire que l'élève qui se dit avoir un comportement intolérable s'agite déjà. Il rapporte qu'il s'agite, comment dire, déjà, tout comme le perturbateur d'autrui, qui rapporte qu'il a un comportement, comment dire, intolérable. Alors, est-ce que les chahuteurs en France sont des moins bons élèves, finalement? Est-ce qu'ils sont moins performants que les autres élèves? Nous pouvons constater qu'il y a des corrélations négatives entre la note moyenne en français et en maths de l'élève avec les facteurs du chahut. Donc, effectivement, les chahuteurs, en termes de tendance, seraient moins performants que les autres élèves. Seulement, les corrélations, bien que significatives, ne sont pas très élevées. Cela veut dire qu'il y a des bons élèves qui chahutent, par ailleurs. Le chahut ne concerne pas uniquement les élèves, les moins bons élèves. Voilà. Alors, voici donc les résultats sur les réactions multiples du bloc A sur le bloc B. Nous pouvons constater que les corrélations multiples corrèlent de manière sont significatives à 0.001. Donc le principe d'association est ainsi respecté. Les caractéristiques externes et cognitives antérieures expliquent dans chaque attitude négative envers les, dans chaque attitude, on va dire, de départ, entre 6,5% et puis 18,8%. Voici donc l'analyse en communauté des blocs A et B sur les 4 critères du chahut. Nous pouvons constater là encore que les corrélations multiples sont finalement significatives. Le principe d'association se trouve encore respecté, tout comme le principe de non-artificialité, puisque le bloc B apporte des contributions supplémentaires dans l'explication des critères, qui dépassent 15,7%. Donc le bloc des facteurs dynamiques joue un rôle très important. Il y a moyen d'agir sur ces facteurs. On verra ça dans la conclusion. Alors nous avons affiné le modèle théorique en faisant appel à l'analyse en piste causale. Ça nous a permis d'avoir un premier modèle structural qui s'ajuste comment dire, exactement aux données si l'on croit les indices d'ajustement suivants. Le modèle est le suivant. Nous expliquons avec ce modèle 43% dans le chahut anomique en classe. Remarquons que toutes les variables retenues dans cette étude jouent un rôle important dans les mécanismes d'influence. Nous relevons par exemple au niveau du sexe de l'élève que les filles montrent moins probablement une affectivité négative envers l'école, moins probablement un désintérêt scolaire et qu'elles chahutent moins que les garçons. Alors pour l'âge, les élèves les plus âgés montrent plus probablement une affectivité négative envers l'école, sont anxieux, mais par ailleurs, ils espèrent faire de longues études et ils ont une meilleure estime de soi comme élèves. Alors, pour la classe socio-professionnelle, nous pouvons constater que les élèves défavorisés montrent un désintérêt scolaire, sont plus anxieux et ils s'estiment moins bien comme élèves. Alors, les élèves qui ont un mauvais passé scolaire n'espèrent pas faire de longues études futures et ils s'estiment moins bien comme élèves. Alors, les facteurs dynamiques sur lesquels on peut espérer agir, qu'est-ce que ça donne? Ces facteurs jouent aussi un rôle important dans les mécanismes d'influence. Nous pouvons constater
que ce sont les attitudes liées au travail scolaire, le désintérêt et puis l'anxiété, qui engendrent le chahut scolaire, comment dire, le plus le chahut scolaire. Hein, c'est parce que l'enfant est désintéressé, très stressé, anxieux, qu'il va chahuter. Viennent ensuite les non-aspirations pour les études futures, hein, et une mauvaise estime de soi. Donc l'élève qui chahute serait d'abord désintéressé, ensuite anxieux, qui n'espère pas faire de longues études futures et qui s'estime moins bien comme élève. Hein. Nous avons obtenu un deuxième modèle structural, qui est un bon modèle, d'après les indices d'ajustement. Alors, ce modèle permet d'expliquer des variances qui varient entre 33% et 44% dans les facteurs du chahut. Alors, si l'on fait une comparaison entre ce modèle et puis le modèle précédent, nous pouvons constater que l'agitation, le facteur agitation, dépend exactement des mêmes facteurs que ceux pour le chahut. Hein? Cela prouve que presque tous les élèves chahuteurs seraient des agitateurs. Par définition, ce sont des agitateurs. Alors, le comportement intolérable dépend surtout de l'agitation et de l'inattention, hein, également de l'anxiété scolaire et d'un mauvais passé scolaire. Cependant, la perturbation d'autrui s'explique surtout par le comportement intolérable, l'affectivité négative envers l'école et le désintérêt scolaire. Alors, des conclusions, le modèle théorique de base se confirme dans cette étude. Il montre que les facteurs, dynamiques jouent un rôle important et intermédiaire. Ces facteurs permettent d'expliquer 20 à 33% de la variance dans le chahut et ses facteurs. Et ils permettent surtout d'expliquer 16 à 25% de variance supplémentaire. Hein, et donc, il importe vraiment d'agir sur les caractéristiques affectives de départ pour pouvoir vraiment lutter contre le chahut scolaire. Hein? J'avais dit tout à l'heure peut-être que les caractéristiques affectives de départ se constituent au sein même de l'école, hein? Et ça évolue. Donc, on pourrait agir sur ces caractéristiques. Il faudrait donc agir surtout sur ces facteurs retenus dans notre travail, hein, et ce, en faisant appel à des moyens pédagogiques très efficaces. Je pense surtout aux méthodes actives qui mettent l'enfant au centre de ses apprentissages. Je pense également à la pédagogie par projet ou encore à la pédagogie différenciée qui cherche à vraiment s'adapter à chaque type d'élève. Donc il faut agir sur ces caractéristiques à l'instar de ce qu'on a fait de ce qu'on fait dans les aides, où on peut constater que les élèves ont une meilleure estime de soi grâce aux moyens pédagogiques et humains qui sont mis à leur disposition. Il serait par contre très difficile d'améliorer considérablement la performance scolaire qui dépend surtout des caractéristiques externes et cognitives antérieures. Hein, c'est ce que j'avais trouvé dans une étude personnelle. Hein, et il ne serait pas possible d'agir sur le sexe, l'âge et la CSP. Hein, donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour la performance scolaire. Donc, ceci à l'instar de ce qu'on a constaté dans les aides, où les élèves ont de moins bonnes performances scolaires que les autres, malgré l'aménagement de l'environnement scolaire. On a du mal à améliorer leur performance scolaire. On peut améliorer leurs attitudes vis-à-vis de l'école, etc. C'est déjà pas mal,
mais vraiment que partiellement la performance scolaire. Alors cette étude permet de dresser le profil de 4 types d'élèves. L'élève chahuteur en classe, l'élève agitateur inattentif, l'enfant ayant un comportement intolérable et le perturbateur scolaire. L'élève chahuteur en classe est plus jeune, c'est probablement un garçon qui montre un désintérêt scolaire, qui est anxieux, soucieux et très stressé, qui n'espère pas faire de longues études et qui a une faible estime de soi. L'élève agitateur inattentif a les mêmes caractéristiques que l'élève chahuteur. L'élève qui a un comportement intolérable est plus jeune, c'est probablement un garçon, agitateur inattentif, qui a un mauvais passé scolaire et qui est très anxieux. Alors, l'élève perturbateur d'autrui, ça concerne le niveau le plus critique du chahut, est plus jeune. C'est d'abord un agitateur inattentif qui a un comportement intolérable, qui n'aime pas l'école et qui montre un très grand intérêt scolaire. Comment? Un grand, comment dire, désintérêt scolaire. Pardon. Alors, merci de votre attention. Il est midi 25, on était pris par le temps, donc on va prendre quelques questions, Inch'Allah, et vous laisser des questions sur le reste, comment améliorer cette question, comment la poser. J'aurais une question sur les paramètres influents que vous avez sélectionnés. Je trouve qu'il y en a un qui est central et qui n'est pas pris en compte, c'est le professeur. Donc, je ne sais pas si vous avez fait une analyse factorielle. Oui, oui. Certes, le professeur joue un rôle très important. Il y a bon nombre d'autres facteurs qui jouent un rôle. Et quand on fait une étude, on est obligé de faire un choix. Hein, ça s'impose. Donc là, c'était les déterminants personnels du chahut. Hein. Par ailleurs, on peut mener d'autres études sur, par exemple, les influences de l'environnement scolaire sur le chahut, ou alors s'intéresser à l'interaction entre l'élève et puis le climat social de la classe. Donc là, on est obligé de faire un choix. Oui. C'était dans plusieurs écoles. Nous avons choisi un échantillon représentatif de la population. C'était dans le centre-ville de Tours, en fait. Et donc on a tiré au sort 15 classes, réparties en fonction des 5 niveaux. On a pris 3 classes par niveau. Hein, voilà, donc c'était aléatoire et représentatif de la population française, de la population des classes. Bonjour, M. Benassa. Merci pour cette présentation que je trouve intéressante. Par contre, en fait, j'ai une question. Je suis le monsieur qui parlait de le paramètre du professeur dans la classe. C'est vrai, en fait, vous êtes basé sur, sur les paramètres personnels de l'enfant. Mais selon mon expérience professionnelle, j'ai remarqué que l'enfant peut être chahuté en classe parfois selon le jour. Parfois il est agité selon les jours. Parfois il est agité, parfois non. Et je pense ça dépend de l'effet extérieur. Alors, soit par exemple des problèmes dans sa famille, ça peut déstabiliser l'enfant. Et c'est comme en psychologie le behaviorisme, c'est-à-dire au niveau externe de l'environnement qui joue le jeu. Et j'ai remarqué autre chose, bien sûr c'est que si
l'enfant n'est pas intéressé, ça peut être question de motivation. Est-ce que le professeur, c'est-à-dire peut le motiver selon la matière, s'il est par exemple, si l'enfant il sent qu'il est bien, c'est-à-dire qu'il arrive bien à s'en sortir, à bien comprendre, et là en fait on peut dire il se calme, c'est-à-dire il s'intéresse à la matière ou autre, et s'il ne comprend pas le sujet, directement en fait il commence à perturber la classe. Voilà. Je ne sais pas ce que vous prenez en compte en fait de ces paramètres dans l'étude. Oui, donc certes, le comportement du professeur et des enfants varie. L'élève n'est pas égal à lui-même dans le temps, il ne se comporte pas toujours de la même manière, le professeur aussi. Ça dépend de facteurs externes et des problèmes personnels. Hein. Certes, il y a une variation. Hein. Voilà, je ne peux pas négliger le rôle du professeur. D'ailleurs, je l'ai insisté dans un dernier temps. C'est au professeur d'intéresser les élèves par le travail scolaire. Nous avons vu que le premier facteur qui joue un rôle important, c'est le désintérêt scolaire. Le travail n'intéresse pas l'enfant, c'est pourquoi il est chahut. C'est aussi l'anxiété, le stress qui pose un problème chez l'enfant. Il faut le rassurer. Hein. Donc le rôle du professeur, c'est vraiment d'intéresser les élèves par la pédagogie qu'il va adopter ou les pédagogies, par les moyens pédagogiques de manière générale. C'est un rôle qui est vraiment très central, surtout à ne pas négliger. Le rôle de l'école est primordial, de manière générale. Est-ce que j'ai répondu à votre questionnement? Merci. Des questions. Ce type d'enfant qui est toujours agité, il va perturber l'entourage. Oui. Soit les élèves qui sont à côté, soit le professeur lui-même qui devient agité aussi. À la force d'être un enfant agité, il devient agité. Et il punit les autres enfants par agitation de manière systématique pour garder cette faiblesse devant les enfants par punition, devant les autres enfants. J'ai remarqué souvent dans les écoles, un enfant qui est perturbateur, ça suffit qu'il reste à côté d'un enfant pendant un mois, il devient le deuxième perturbateur. C'est ça que je connais, ça des méthodes personnelles, parce que j'ai vécu avec plusieurs fois et j'ai intervenu comme père pour, entre guillemets malheureusement, menacer l'école de changer mon fils, la classe, à cause d'un enfant qui est à côté de lui, qui est après moi. J'ai vu quelques modifications dans le comportement de mon fils. Et où on se trouve, c'est vraiment quand on a changé la place de cet enfant-là, qui est tellement perturbateur, on le met à côté, soit dans la classe à côté, et devient la classe plus calme. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, on trouve que la plupart des professeurs, certains niveaux de professeurs, malheureusement, ils ne sont pas à la hauteur. Ils demandent l'aide extérieure. Et quand on dit il faut faire ça, ils considèrent comme, entre guillemets, on entre dans son domaine. Oui, il est vrai que l'agitation en classe peut entraîner le stress chez le professeur, certes, et des fois, il peut y avoir un rapport de force entre le professeur et les élèves, et ça ne peut pas donner un bon climat social de la classe. Et parfois, c'est vraiment tout simple, parfois, un élève qui n'aime pas le professeur. Voilà, le caractère du professeur, sa manière d'être, ne convient pas à cet enfant. Hein, ça peut arriver que l'on n'aime pas quelqu'un de nature comme ça, on a du mal à avoir des affinités avec lui, voilà, etc. Et dans ce cas, changer de classe, ça peut être un facteur qui peut favoriser le climat et le comportement des élèves, hein, parfois. Hein. Et donc, vous me dites qu'il y a des professeurs qui ne savent pas faire, qui se comportent mal avec les élèves. Est-ce que c'était ça, hein? Et que ça peut renforcer le chahut dans une classe? Oui. Alors, je conseille donc à ces professeurs de prendre compte des résultats obtenus dans le cadre de la psychologie et de son éducation,
comment faut-il se comporter avec les élèves, comment les intéresser. Hein. Donc voilà. Donc là, la responsabilité incombe aux professeurs, à certains professeurs, qui peuvent améliorer leur comportement. Merci. Merci. Une question concernant toujours les chahuts. Donc c'est un prolongement de la question qu'on vient de poser tout à l'heure. Bon, j'aime en fait être toujours de la place des victimes, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont souvent victimes des chahuteurs, donc des chahuts, et la plupart du temps, on ne prend pas en compte ces élèves. La plupart du temps, des thématiques qu'on développe là-dessus, c'est le chahuteur qui a toujours la place centrale. Or, il y a beaucoup d'élèves qui sont lésés par ce comportement, par ces élèves. Or, le système éducatif, voire les professeurs, voire même les recherches qui sont développées là-dessus, ne mettent pas l'accent sur ces élèves qui sont lésés et qui sont constamment victimes en fait de ces chahuteurs. Vous avez soulevé un autre problème, c'est la victimisation scolaire. Des élèves qui font vraiment l'objet de raquettes, qui se font agresser par d'autres. Et il est vrai que certains chahuteurs sont des victimes, hein, ou alors ce sont eux qui vont exercer une pression sur d'autres élèves. Hein. Voilà, il y a des travaux à ce propos sur la victimisation scolaire, qui ne sont pas nombreux en France, mais ça existe. Merci. Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour cette excellente conférence qui est tout à fait d'actualité. La première question concerne le côté préventif. Est-ce qu'il y a des moyens vis-à-vis de ces enfants-là qui vont être des futurs perturbateurs? Est-ce qu'au niveau des parents, est-ce qu'il y a des moyens préventifs? Est-ce que la façon d'élever son enfant, de le corriger, ses comportements à la maison, est-ce que ça peut éviter d'avoir des enfants qui sont perturbateurs? La deuxième, c'est qu'une fois qu'on a ces enfants-là, au niveau curatif, dans une classe, est-ce que le comportement actuel des collèges, des lycées, etc., de brasser les classes, de mélanger les classes en mettant des élèves qui sont excellents, des élèves qui sont moyens, et le quota des élèves qui sont perturbateurs, est-ce que c'est une bonne façon, ou est-ce que ces enfants-là qui sont perturbateurs, ils vont vraiment gâcher le travail pour les autres qui ont envie d'aller plus loin? Alors, pour la première question, la responsabilité incombe à tout le monde. D'abord aux parents, qui doivent bien éduquer leur enfant, bien l'intéresser à son travail scolaire, à pas mal d'activités. Ensuite, la responsabilité incombe à l'école, qui doit intéresser les enfants, qui doit s'adapter à tous les élèves. Certes, on est tous responsables. Voilà. Alors, pour la deuxième question, vous parlez des classes hétérogènes, où l'on met des élèves ayant des niveaux différents. Hein. D'après les études, il importe de créer des classes hétérogènes. Si l'on crée uniquement des classes où il n'y a que des bons élèves ou de mauvais, ce n'est pas la meilleure méthode. Hein? Parce que, par ailleurs, ce n'est pas uniquement la performance scolaire qui compte. Il faut côtoyer les autres, des enfants d'autres classes sociales, etc. Il y a le bien-être qui joue un rôle qui est très important. Hein? Donc, les auteurs prônent pour les classes hétérogènes. Moi, personnellement, je pense la même chose, sauf que il ne faut pas créer des classes, c'est vraiment mon point de vue, qui sont trop hétérogènes. Hein. Par exemple, avoir une classe à 5 niveaux, du CP au CM2, c'est pas évident pour un professeur de gérer les 5 niveaux. Hein. Donc il faut que la classe soit, comment dire, hétérogène, mais pas trop. Il ne faut pas vraiment dépasser une certaine limite. Je vois que vous pensez peut-être que ce sont les chahuteurs qui sont de mauvais élèves et qui perturbent vraiment les autres. Ce sont les chahuteurs qui posent problème. Et que si l'on arrive à, peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée, est-ce que vous pensez qu'il faut créer des classes qui sont plutôt homogènes, les bons ensemble, les moins bons ensemble? Est-ce que vous pouvez préciser? Je ne parle pas des classes hétérogènes au niveau, Eh bien, les chahuteurs peuvent être de moins bons élèves ou de bons élèves, puisque les corrélations sont finalement très peu élevées.
jusqu'à 0,20, c'est pas élevé. Ça concerne un peu plus les élèves non performants, mais aussi bon nombre d'élèves performants. Vous voyez, donc, même si vous éliminez en théorie les élèves qui ne sont pas performants, qui apparemment seraient des chahuteurs, même si vous faites ça, il y aurait encore des chahuteurs qui sont des bons élèves. Donc, la situation est beaucoup plus compliquée. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci Halim pour cette présentation. Merci. Ouais, ma question c'est par rapport, enfin il y a deux volets. Le premier c'est que là en fait vous étudiez que les élèves. Alors est-ce que c'est pour ça c'est l'étude qui a fait que, ou est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étudiants chahuteurs? Moi personnellement, je passe par l'expérience, donc c'est peut-être beaucoup plus que dans ce que tu présentes ici. Le chahut, c'est un autre niveau aussi. Et surtout, que là, en fait, ce sont des classes, de groupes, de 20 peut-être, en moyenne, alors qu'on parle d'amphi de 100, de 200 étudiants. Et du coup, peut-être que l'étude n'aura pas la même façon de faire, mais ma question, c'est par rapport à ça. Il y a aussi des études. Le chahut se pose partout, pour les différents niveaux, certes. Ça concerne les étudiants. Les recherches ont porté surtout sur le secondaire et sur le supérieur. Et il y avait un manque à ce niveau-là pour le premier degré. C'est pourquoi j'ai fait un effort et j'ai pensé à travailler sur le premier degré, parce qu'on n'a pas grand-chose. Voilà. Par la suite, le chahut se pose surtout dans les collèges. Si on met le lien avec le développement psychologique des enfants, des adolescents, à la puberté, un certain nombre de problèmes se posent pour, comment dire, le pubère. Il est perturbé quelque part. On parle d'une crise d'adolescence pendant cette période-là, et donc ça se pose surtout dans les collèges. Et certainement dans l'enseignement supérieur, voilà, d'autant plus que l'étudiant se prend pour quelqu'un de plus cultivé, qu'il a atteint un certain niveau, voilà, et il se permet de faire parfois différents types de réflexions, de chahuter, voilà. Et ce serait très intéressant justement de mener une étude sur les étudiants. On pourra la poser ensemble. Que vous avez mis comme paramètre un peu central le désintérêt des étudiants et aussi et l'anxiété. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'on en a parlé, enfin, d'autres personnes ont posé la question sur le rôle du professeur. Et vous envisagez l'école comme, enfin, la classe comme un microcosme, on va dire une sorte de société. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau plus global pour expliquer ça? C'est-à-dire que plutôt que de chercher à intéresser l'étudiant dans une matière, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas arrêté dès le plus jeune âge, et même on ne l'a jamais fait en fait, d'expliquer aux étudiants que ne pas être bon en maths, ce n'est pas une fatalité dans la vie? Parce que je pense qu'il y a cette idée de dire à un enfant, vous n'êtes pas bon dans telle matière, donc vous ne réussirez à rien, et l'enfant se désintéresse et décide de chahuter. Est-ce qu'il n'y a pas un manque, une carence dans le fait de ne pas expliquer justement qu'aujourd'hui un petit peu tous les chemins mènent à Rome, et que ne pas être bon dans telle ou telle matière n'est pas grave, mais qu'il y aura toujours un moyen justement de réussir à trouver un parcours qui lui convient sans, j'ai envie de dire, promouvoir des formations en disant par exemple une classe préparatoire c'est le meilleur, et en vulgarisant par exemple la faculté ou d'autres formations. Je suis d'accord avec vous, l'enfant ne peut pas être performant partout dans les différents domaines. Il y a des enfants qui n'aiment pas les mathématiques, mais le rôle du professeur est primordial. On peut enseigner les mathématiques autrement pour intéresser davantage d'élèves. Les mathématiques, les statistiques, j'en ai fait l'expérience. J'ai enseigné les statistiques à l'Université catholique de Lyon et je donnais des exemples qui sont concrets, qui concernent les futurs psychologues, les futurs sociologues. X, c'était la réglementation scolaire. Y, c'était la performance scolaire, et le message passait beaucoup mieux. La pédagogie du professeur est très importante.
Et je dirais que d'après mon expérience, j'ai eu des professeurs de mathématiques qui étaient compétents dans leur domaine, qui faisaient pas mal de démonstrations au tableau, partant de X, on arrive à Y, à Z, etc. Mais pour un certain nombre, la pédagogie n'était pas la bonne. Le message ne passait pas assez. Il faut donc créer un bon climat de classe et adopter de bonnes pédagogies pour faire passer les messages. Il ne suffit pas d'être compétent dans son domaine pour que ça fonctionne très bien dans la classe. Il faut aussi avoir une bonne pédagogie. Merci. Salam alaikum. Je voulais vous poser une question. La plupart des chahuteurs continuent leur chahut dans les cantines et dans les garderies. Je voulais savoir si ce n'était pas dû à des règles de vie ou parce qu'ils sont face à une autorité. Tout le monde est responsable. Certes, la meilleure façon de lutter contre le chahut dans ce cas, c'est de faire tout un travail sur les règles scolaires, la réglementation. Voilà, donc on peut demander aux enfants de constituer des listes, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, traiter des sanctions, etc., pour pouvoir faire intégrer les règles aux élèves. De cette façon-là, si un enfant ne respecte pas une règle, ce seront peut-être les autres élèves qui vont lui dire « t'as tort, on en a déjà parlé ». Ces élèves ne vont pas se tenir cet enfant si on ne travaille pas, si on ne fait pas un travail sur les règles. Parfois il y a un rapport de force entre le professeur et les élèves qui vont se tenir celui qui n'a pas respecté, alors que si on fait un travail sur les règles, ça donnera vraiment l'inverse. Les élèves qui vont réagir devant leurs camarades pour pouvoir l'appeler vraiment à l'ordre. Merci. Bien. Non. On pose une question sans réponse. Non, la réponse, je vous la poserai moi-même. Non, mais la question, moi j'ai vu une prédiction sur un établissement américain, oui, où le prof, puisque vous parlez de sont sur ça, a inversé la règle, il faisait des chahuteurs les responsables de la classe. Et donc, par exemple, ça reprenait pour quelques mois, et à partir d'un certain moment, à chaque présentation de devoir, c'était un de ces chahuteurs qui devait le présenter et informer à l'avance, ce qui fait qu'il ne pouvait pas être au tableau chahuté, et comme il chahutait avec ses copains, c'est lui qui faisait le policier avec ses copains pour que la classe ne chahute pas quand il part. Et c'est une façon donc de... Oui, donc la meilleure façon de procéder par ailleurs, une des meilleures façons, c'est de responsabiliser les élèves. Celui qui ne respecte pas souvent les règles, on peut, par exemple, lui demander de faire un travail d'intérêt général ou de faire un exposé sur ce qu'il a fait. Il va faire des petites recherches, pourquoi il faut respecter les règles, etc. Il va comprendre un petit peu le fonctionnement de la société, des groupes. D'ailleurs, on peut en parler en classe, comment fonctionne la société, selon des lois. Quand on joue un match de foot, il y a des règles, etc. Et cet enfant comprendra. C'est une bonne manière. D'ailleurs, il y a le conseil d'école où les élèves peuvent relater de leurs problèmes devant tout le monde et où on peut traiter les conflits entre les élèves. Ça se fait dans pas mal d'écoles et ça donne